Et avec la nouvelle année qui approche à grands pas, Frédéric Sicard, bâtonnier de Paris, quitte ses fonctions. Merci à vous d'être avec nous. Je crois que c'est aujourd'hui que vous terminez votre mandat. Et mon dernier jour ouvrable. Voilà. Et on va faire avec vous donc le bilan, mais aussi les perspectives de la profession d'avocat et aussi sur ces questions de vie privée face au tout sécurité ou encore l'évolution des lois du travail. Justement, Frédéric Sicard, sur cette question des lois du travail, est-ce que les avocats ont été consultés ? Les avocats ont été consultés sur un certain nombre de mesures techniques. Mais le président n'a pas vraiment varié sa ligne et de la feuille de route qu'il avait annoncée au moment des présidentielles. Moi, ce que j'ai à dire est assez simple. Sur 2018, nous avons énormément de travail qui nous attend en tant qu'avocat de droit du travail, parce que c'est pas un code allégé. J'ai vu la nouvelle édition, elle est quand même encore un petit peu plus épaisse. Et en fait, ce qu'on va réussir à faire, c'est, je l'espère, un changement de paradigme. En tout cas, on n'a pas vraiment le choix. Ce qui nous est demandé, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire de pouvoir mettre du dialogue social dans toutes les tailles d'entreprise. C'est ça le défi 2018, ça va pas manquer d'être intéressant. Et sur les questions de vie privée face au grand virage sécuritaire depuis les attentats, est-ce que vous avez aussi été consulté ou est-ce que vous avez eu plus d'affaires sur ces questions-là? Alors on est toujours consulté, mais c'est pas de pour manière autant. technique, c'est ce que vous disiez. Voilà, on est toujours consulté, on nous demande toujours notre avis, et pour autant, ça avance. Mais je crois que vous avez mis le doigt sur ce qui va être l'essentiel de l'année 2018, parce que pour moi, il y a le tout sécuritaire, et qu'est-ce qu'il va rester des libertés individuelles? Si on veut que la France soit un pays attractif, il faut que ce soit un pays qui garantisse aux inventeurs, aux artistes, aux investisseurs de la liberté. De la liberté, ça veut dire la possibilité de réclamer, de ne pas être d'accord. C'est-à-dire, en clair, d'avoir le droit à un avocat. Ne considérez pas que c'est un petit détail, c'est quelque chose qui va être fondamental. Ce n'est pas encore dans le programme européen, mais il va falloir en parler parce qu'on en parle en Pologne, on en parle en Hongrie, on en parle dans un certain nombre de pays de l'Est. Et il n'y aura pas d'Europe si on ne construit pas un petit peu plus que ce qui existe actuellement. Il ne faut pas que la France soit un étendard des libertés, mais il faudrait que nous soyons vraiment une sentinelle. Et cette question-là, pour l'instant, n'a pas eu de réponse. Pour ceux qui ne connaissent pas le barreau de Paris, à quoi sert-il ? C'est une vieille institution qui a été créée, je crois, sous Louis XIV, c'est ça ? Non, non, mon pauvre. Ça, Louis XIV, c'est l'élection des bâtonniers. Nous commençons par Philippe Auguste et nous continuons sous Saint-Louis. Donc, on arrive bientôt au 8e siècle. C'est le plus vieil ordre qui existe en Europe. C'est pas le plus vieux, la plus vieille organisation de la profession, mais c'est la plus vieille organisation collective. Nous sommes le barreau européen le plus engagé. Il faut compter 10% des avocats parisiens qui sont des avocats qui travaillent ailleurs en Europe. Nous sommes, à la fin de mon bâtonnat, 30 000, dont 28 500 en exercice et 1 500 qui portent le titre d'honoraire. C'est un très ancien barreau et un barreau de référence. Voilà. Et ce qui est important, c'est de savoir quelle sera notre position en Europe dans les années qui viennent. Ce qui, pour moi, va être le vrai défi. Nous le pressentions, mais maintenant nous en sommes sûrs. C'est qu'appelle-t-on un avocat ? Et quel est son statut en Europe, maintenant que les Anglais s'en vont, parce que les Anglais n'appelaient pas tout à fait la même chose avocat. Alors, le barreau de Paris est régulièrement critiqué pour son manque de transparence financière. Vous aviez promis de lever l'opacité sur ces pratiques. Est-ce que vous l'avez fait en 2 ans de mandat ? Rien qu'un peu. Tout a été publié et il ne reste que le fumet de la calomnie parce que finalement, tous les chiffres sont sur la table. Nous avons non seulement publié, mais également diminué les coûts. Je le dis, je l'assume, 3 millions en moins, c'est-à-dire plus de 10% de baisse du train de vie. Je sais que mon successeur devra faire encore plus. Nous sommes partis vers un mouvement de rigueur juridique, économique, éthique, qui est indispensable parce que justement nous voulons occuper toute notre place en Europe et que nous avons bien compris que c'était comme cela que nous serions entendus. Dernière question. Vous avez été attaqué par un ancien soutien et ancien rival, Jean-Louis Bessy, pour ne pas avoir respecté une promesse, dit-il, de lui confier une future autorité indépendante. Où en est ce litige aujourd'hui ? Alors, pour l'instant, le premier jeu est fini, puisqu'un jugement a été rendu qui dit très clairement qu'il n'y avait pas de promesse. Il y a un appel, c'est ce qu'on appelle un procès. J'ai pour habitude de ne pas trop les commenter,
parce que je pense qu'il faut que nous respections justement le juge, le rythme de la justice qui est toujours un peu compliqué, un peu plus serein que ne l'est la vie normale. Et c'est important de ne pas se laisser emporter par les mouvements médiatiques. C'était une des raisons pour lesquelles j'étais assez fier d'avoir donné l'exemple, c'est-à-dire d'avoir su résister, même si les coups étaient parfois durs. C'est aussi la leçon de ce que doit être un avocat en Europe, tenir bon et tenir bon quels que soient les vents contraires. Merci Frédéric Sicard d'avoir été notre invité.